édité chez Guy. Daniel, je voudrais qu'on parle de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1, 3h30 d'émission sur des sujets divers. Là où on attendait des propositions de référendum, il n'y en aura pas. Là où on attendait des précisions sur la fin du quinquennat, il n'y en aura pas. Et je profite de votre déplacement aujourd'hui, Louis Oeselter, avec le président dans cette prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil pour vous faire entendre un sonore d'hier soir où Emmanuel Macron dialoguait avec Robert Ménard, le maire de Béziers, sur la question de l'immigration et de l'insécurité en France. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Pendant des années, une partie de la droite et une partie de la gauche, dès que vous leur parliez de sécurité ou d'insécurité, c'est un sentiment, l'insécurité. Attendez, moi je n'ai jamais dit ça, mais j'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Nous sommes un pays aussi qui a besoin d'immigration, qui a une histoire d'immigration, mais on veut la contrôler. S'il y a des endroits où on en donne trop, on peut tout à fait le piloter. On les met toujours dans les mêmes communes. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, si on veut mieux intégrer, de mieux répartir l'effort. Robert Ménard, s'il vous plaît. On pourrait peut-être moins recevoir des gens. Ménard. Voilà, dialogue de sourds entre Robert Ménard et Emmanuel Macron, Louis Oeselter. Oui, je trouve que c'est la partie de l'émission, très longue émission, de nombreuses parties, c'est peut-être la partie de l'émission où l'on voyait le plus à la fois les failles du bilan d'Emmanuel Macron et son bilan en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance, d'immigration, d'identité, est quand même c'est un angle mort depuis le début depuis qu'il est à l'Élysée, depuis 2017. C'est ça, ouais. C'est vraiment un angle mort, c'est un sujet qu'il n'a pas su traiter, il n'était pas outillé, doctriné, j'allais dire, pour le faire, et il n'avait pas la majorité, c'est-à-dire que son propre camp n'était pas au clair sur ces questions, malgré la pression croissante de l'opinion publique. Donc il y a à la fois cet angle mort sur son bilan passé, et puis se voyait aussi beaucoup son impuissance actuelle. Aujourd'hui, il fait un déplacement, alors il rend hommage aux agents pénitentiaires tués il y a un an, assassinés dans le cadre de l'évasion sanglante du narcotrafiquant Mohamed Amra. Là, c'est tout à fait son rôle, mais il va aussi assister à inaugurer un nouvel état-major de lutte contre la criminalité organisée. Il visite une prison de haute sécurité. Il suit des chantiers qui sont lancés, mais il n'est plus à l'initiative. Parce qu'il a effectivement ce bilan très faible qu'on connaît depuis 2017. Et puis deuxièmement, rappelons que politiquement, il n'a plus les leviers. Avant, il avait une majorité fracturée sur ces sujets. Aujourd'hui, il n'a plus de majorité du tout, donc il ne peut plus être à l'initiative. Donc l'exercice hier, où on le voyait se débattre face à Robert Ménard ou face à d'autres contradicteurs qui ont été assez bons, qui l'ont bien bousculé. Il était ramené aux failles de son bilan et surtout à son impuissance actuelle. Georges Fenech. Non, ce qu'on peut mettre objectivement à son actif, c'est la hausse des moyens. De sécurité, non, c'est la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est vrai. Là, dès son installation à l'Élysée, moi je m'en souviens très bien, il crée une task force, un centre national de contre-terrorisme à l'Élysée. Oui. Il intègre là, dans une loi de 2017 les éléments de l'état d'urgence dont il fallait sortir. Il renforce les moyens. Et d'ailleurs, mais ça n'a pas été fait avant lui, après les attentats du Bataclan, vous qui avez connu cette période justement. Non, ça a été, bien sûr qu'il y a eu sous François Hollande des mesures, mais les mesures les plus importantes finalement ont été prises à son arrivée. Avec tous ces dispositifs que je viens de... Mais par contre, pour la sécurité du quotidien, la criminalité, c'est un échec total parce qu'il n'a pas du tout... Ouais. Il est, comme on dit, déconnecté. Voilà, c'est ça. Et je le disais ce matin déjà, ce qui m'a frappé à un certain moment, c'est après les émeutes de juin 2023, où il nous a expliqué, avec vraiment une conviction inébranlable, que ces jeunes qui avaient cassé des commissariats, des écoles, des mairies, c'est parce qu'ils étaient oisifs, qu'on avait changé le calendrier du bac, qui n'allaient pas à la montagne et à la mer, et donc voilà. Donc vous voyez, c'est toujours... Donc il les excusait d'une certaine manière. C'est une culture de l'excuse, il est imprégné de cette culture, de cette idéologie. Donc on a vu sous son quinquennat les lois Belloubet, la césure du procès pénal pour les mineurs, l'excuse de minorité. Oui, la loi Belloubet, Monsieur Retailleau l'a bien fait remarquer aujourd'hui. Oui, c'est bien une des failles aujourd'hui du système. C'est une des failles, effectivement, sur laquelle personne n'est encore revenu. Bien sûr, voilà. Parce que la petite loi de Monsieur Attal n'est pas revenue sur la césure du procès pénal ou des mesures de cet ordre. Donc là, il y a un déni total, si vous voulez, ce qui est véritablement l'ensauvagement de la France aujourd'hui, on le voit tous les jours, et également du lien qu'il y a de manière très étroite, tous les chiffres le montrent, entre l'immigration,
sauvage et même induite avec la délinquance. Louis Oselter, comment est-ce que vous avez vécu ce déplacement présidentiel aujourd'hui à Vendin-le-Vieil? C'est pas tant par les déclarations du chef de l'État que vous avez pu entendre, mais c'est peut-être dans l'analyse que vous avez pu faire, et je sais que vous êtes un fin observateur de son visage, de la façon dont il écoutait ou pas les différents interlocuteurs. Est-ce que, ma question, vous l'avez bien comprise, Louis, c'est est-ce qu'il y est allé parce que c'était au lendemain d'une, et on va y revenir, d'une émission ratée où finalement est apparu son mauvais bilan depuis 2017. Est-ce que c'est une opération communication ou il est allé vraiment prendre le pouls de la situation de la criminalité en France? Alors non, c'était un déplacement qui était prévu quelques jours avant l'émission d'hier. Donc c'était pas en rebond de l'émission qui, en effet, objectivement, on ne sait pas trop pourquoi il a passé plus de 3 heures à s'adresser aux Français, d'autant qu'il n'y avait pas vraiment d'annonce. C'est une question que j'aimerais poser à Rodolphe Belmer et à Thierry Tuillier. Ça, c'est vraiment. Pourquoi TF1 a... Non, mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, les mecs, honnêtement, de cette émission? Alors, je crois qu'il y a eu quand même. L'audience n'est pas mauvaise. Et alors, quand on regarde la courbe d'audience de Médiamétrie, il n'a pas complètement vidé la salle. Si c'est que ça, fine. Non, mais bon, je sais que. C'était long. C'était long. Ouais. Et la proportion entre la longueur de l'émission et l'absence d'éléments nouveaux, d'annonces, de rebonds et même de dynamisme, de souffle, de cap, était flagrant. C'était un plaidoyer pro-domo. Oui, tout à fait, mais tourné vers le passé, tourné vers son passé. Le Oselter, sur l'attitude du président aujourd'hui. Alors, j'ai l'habitude de ce genre de déplacement présidentiel, suivant beaucoup l'Élysée pour le Figaro. Alors, Emmanuel Macron est toujours égal à lui-même dans ce genre de déplacement. C'est quelqu'un qui est... il porte un masque. Affable. Il porte le masque de cire. Tous les présidents, pas tous. Alors, certains, ça se voit plus, ils sont plus crispés ou ils sont plus joyeux. Mais Emmanuel Macron, oui, il est très fort pour porter le masque de celui qui écoute ou fait mine d'écouter, qui s'intéresse ou fait mine de s'intéresser, qui pose des questions ou fait mine de les poser. Donc il sait faire. Vous dites fémine, donc moi je dis. C'est déjà la réponse à ma question. Parfois il fait mine parce qu'il est obligé, mais et puis en fait, vous savez, dans ce genre de déplacement, le risque, et c'est d'ailleurs souvent le cas, c'est le risque Potemkin. Tout est nettoyé avant. On trie les gens, les séquences sont soigneusement organisées, la presse est embarquée, même si parfois c'est en nombre limité, mais les journalistes sont là. Il y a toute une file de responsables d'administration, de conseillers, d'agents qui le suivent. Un président ne visite jamais, ou quasiment jamais, tout seul avec 1 ou 2 personnes qui peuvent lui dire réellement le fond de leur pensée. Ça n'existe pas, et c'est d'ailleurs sans doute un problème pour Emmanuel Macron, mais pour le chef de l'État français en général. Je pense ensuite qu'il voulait aujourd'hui matérialiser le fait, c'est intéressant, mais je pense pas que ça soit beaucoup suivi de réussite, matérialiser le fait que c'est fini la période où il ne se concentrait que sur l'international et la diplomatie. Aujourd'hui, il recommence à essayer de vouloir jongler le lundi avec l'Ukraine, le mardi avec l'économie, le mercredi avec la sécurité, le régalien. Non. Il réessaie de faire ça, alors même que la situation politique, normalement, ne lui permet pas. Georges Fenech. Vous avez raison, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'il continue à parler de problèmes intérieurs alors qu'il n'a plus aucun rôle, hier, il a parlé de tout. Pouvoir. Voyez-vous, les prisons, c'est plus lui. C'est terminé. Les prisons, c'est le gouvernement, c'est Monsieur Darmanin, etc. C'est fini. Donc, il y avait un côté pathétique de voir un roi nul, un roi déchu, qui n'a plus aucun pouvoir et qui est le seul finalement à défendre son bilan. Vous en connaissez beaucoup, ces anciens premiers ministres ou ministres qui viennent défendre le bilan de la Macronie? J'en connais pas beaucoup. Alors, c'était flagrant d'ailleurs ce matin. Vous savez, quand un président fait cet exercice, souvent, ses partisans sur les réseaux sociaux font des messages pour dire très belle prestation du président, je salue tel propos, il a très bien expliqué. C'est plus facile sur un tweet de 140. Vous faites les réseaux sociaux des responsables macronistes, de Gabriel Attal, de ministres, anciens ministres. Il n'y a vraiment pas grand monde qui relayait la parole présidentielle. C'était le désert. Et même le parti présidentiel Renaissance n'a pas eu un tweet, pas un post. Le parti présidentiel, maintenant sous la houlette de Gabriel Attal, n'a pas eu un post sur les réseaux sociaux pour relayer la prise de parole présidentielle. Voilà pour le volet sécuritaire. Écoutons à nouveau Emmanuel Macron lorsqu'il échange avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, sur le déficit budgétaire du pays. 2 constats diamétralement opposés.
Si on peut regarder juste le déficit, on a en effet la guerre, l'inflation, on a protégé. Mais donc on a évité le chômage. On a protégé plus que les voisins, vous avez raison. Mais pourquoi? Parce qu'on a... En 2022, monsieur le Président. On a protégé pour réformer. En 2022, non mais j'assume totalement. En 2022, monsieur le Président, on a dépensé 90 milliards de plus que ce qui avait été voté au Parlement. Alors en 2022, on a eu beaucoup plus de recettes. Mais c'est pas une raison. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une surélasticité. Le problème qu'on a eu, il est beaucoup plus en 2023. Et en 2023, on a continué autour de 30 milliards de plus. Et en 2024 aussi. Donc la réalité, c'est qu'on ne respecte pas ce qu'on vote au Parlement et que derrière, on ne peut pas suffisamment baisser les prélèvements obligatoires pour réenclencher une dynamique positive. On a protégé les Français, les entreprises et les Français. Vous dites trop, très bien. Moi, je dis c'est ce qui nous a permis de faire des réformes. C'est incroyable parce que les 90 milliards là, dont parle Agnès, on en a besoin aujourd'hui, rend les... C'est le film de Woody Allen, Take the Money and Run. C'est ça, 3 milliards et tire-toi. Elle était excellente, Agnès. Elle l'a vraiment mis en Mais oui, mais parce qu'elle compte, Agnès. Regardez les livres qu'elle produit. À chaque livre d'Agnès. Bien sûr. Alors, certaines mauvaises langues disent c'est toujours le même livre. Ça alerte sur l'état dramatique dans lequel on est. Et à chaque livre d'Agnès Verdier-Molinier, à la fin, il y a des tableaux, il y a des statistiques. Et moi, il y a une statistique que j'ai toujours avec moi le dimanche pour les grands rendez-vous, quel que soit l'invité, qu'il soit de gauche, de droite, LFI, LR, RN, peu importe, il y a le tableau de la dépense publique et de la dépense sociale qui coûte chaque année, et à date, qui coûte 900 milliards chaque année. Voilà. Oui, et la moitié, c'est les retraites. Vous savez que nous sommes les derniers de la classe. En Europe, on est les derniers de la classe, puisqu'on a, je crois, à peu près 54-55% de notre PIB en dépenses publiques, alors que la moyenne européenne est autour de 46-47%. Vous voyez ? C'est ça. La différence, vous savez, le delta, ça correspond à tout l'impôt sur le revenu, la TVA, la TIPP, c'est pour dire l'importance. On n'a pas été fichu de réduire notamment la voilure en matière de fonction publique. Et d'ailleurs, on en a rajouté. On en a rajouté Macron alors qu'il avait annoncé qu'il baisserait la fonction publique. Il y a eu 150 000 créations depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est un gouffre, c'est une histoire sans fin et on va le payer très cher. Mais attention, dans ces créations, il y a des policiers, des militaires, des magistrats. Il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas sur les 150 000, sur les 150 000, il y a quoi? Non mais c'est quoi le ratio? Il y a des policiers, des magistrats, il y a du régalien. Mais il y a aussi. Je dis pas ça pour défendre le bilan qui est catastrophique en matière de dérive des finances publiques. Comment vous expliquez qu'en Allemagne, il y a 1 million de fonctionnaires en moins? Les services publics sont aussi performants, voire plus. Non, mais parce qu'on ne connaît pas en France le mot réaffectation. C'est-à-dire, il y a des fonctionnaires, non seulement qui ne sont pas réaffectés, mais qui en plus refusent d'être réaffectés. Surtout, vous parlez des dépenses sociales, des retraites. C'est pas la sphère étatique régalienne qui pose problème en soi, parce que tout le monde voit bien l'importance du réarmement à tous les points de vue pour que l'État se fasse respecter à la fois à l'intérieur du territoire et puis à l'extérieur face aux menaces. Vous parliez de la sphère sociale, Pierre, et c'est très important. Ça a été soulevé hier dans l'émission avec Emmanuel Macron. Effectivement, la dépense qui est hors de contrôle en France, c'est la dépense sociale, c'est les retraites, c'est l'assurance maladie, et on est dans une population qui vieillit, donc ça va nous coûter de plus en plus cher, à la fois en retraite et en maladie, et dans toutes les natures de dépenses sociales. On a un ralentissement économique qui va provoquer une hausse normalement des dépenses d'assistance aux gens. Donc cette dépense qui est hors contrôle, c'est pas la sphère étatique en tant que telle, c'est la sphère sociale, et là-dessus, Emmanuel Macron effectivement n'a pas fait de réforme.